Bienvenue à tous pour cette formation pour l'utilisation d'outils de CAO tels que Inventor. Par rapport aux modalités de la formation, je vais faire la formation sur Inventor à version 2021, qui est la dernière version à ce jour. N'hésitez pas à poser des questions en vrai, même durant la formation. Moi, ça me dérange pas quand on m'interrompt. Donc voilà, s'il y a des choses que vous comprenez pas, dites-le tout de suite. Et puis voilà. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Déjà, ça commence pas. Ah putain. Euh, Donc voilà, sur le sommaire, on va avoir une présentation assez rapide sur les outils de CISAO, une présentation assez globale d'Inventor, puis quelques opérations basiques. Et après, ben, je vous ai expliqué certains concepts de pièces et ensembles, et après ensuite des petits tips entre guillemets pour de l'import de modèles internet, installation de plugins, exportation de modèles, et après configuration des modes dessin, etc. Donc la CA quoi? Bon, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la CAO, bon je vais aller très rapidement dessus, c'est création assistée par ordinateur. Donc c'est-à-dire que vous utilisez un ordinateur pour pouvoir modéliser en 3D des pièces ou des ensembles d'un système. Comme finalité, on va dire Airbot, ça va être principalement de la production, puisque on va surtout utiliser ça soit pour la découpeuse laser, soit pour l'imprimante 3D principalement, ou de la CNC. Et sinon aussi, ça peut être aussi de l'import de modèles pour de la simulation. Par exemple, je sais pas, peut-être des mechas pourraient utiliser sur des logiciels annexes. Il y a plusieurs logiciels possibles pour faire de la CAO. Vous allez avoir les logiciels professionnels utilisés dans l'industrie, donc il y a SolidWorks, CATIA, AutoCAD aussi. Après, vous avez des logiciels de la suite Autodesk qui sont un peu plus étudiants. On aura Inventor qui est semi-professionnel, semi-étudiant. Et ensuite, on a les logiciels gratuits comme Fusion 360 qui sont plus légers, on va dire, en contenu, mais qui sont toujours fonctionnels et qui sont plutôt faciles à prendre en main. Et après, vous avez des logiciels qui sont disponibles sous Linux, qui sont tels que FreeCAD, qui sont à peu près similaires aux logiciels qu'on peut trouver en industrie, mais bon, ils sont un peu compliqués à prendre en main. Mais après, bon, quand vous le savez, ça marche à peu près. Bon, voilà, avec le petit commentaire de Seb à côté, hein. Alors, pourquoi utiliser la CAO? Bon, c'est une question qu'on peut se poser, hein, parce que c'est vrai que surtout pour tout ce qui est de la découpeuse laser, on pourrait faire directement nos dessins sur Inkscape pour par exemple faire les plaques d'un robot, comme on fait les robots par strat, il n'y aurait pas de problème. L'utilité de la CAO, ben, déjà, c'est de pouvoir faire quelque chose en 3 dimensions facilement, et aussi d'avoir une vision globale 3D du système sur de la prévision des espaces. Comme ça, vous pouvez prévoir quels espaces ben, vous pourrez utiliser par exemple sur votre robot et permettre aussi de l'intégration des équipements. Ça permet d'avoir une vision plus globale du système et voilà, surtout pour faire de la prévision. Ça permet aussi d'éviter les erreurs d'assemblage, éviter que vous fassiez des trous et en fait c'était pas là qu'il fallait les faire. Éviter de faire 30 000 trous après à la perceuse dans votre robot. Ça c'est un peu une utilité aussi normalement. Et ben, c'est une nécessité surtout pour faire de l'imprimante 3D, hein, parce que je sais pas qui c'est qui s'amusait à taper des lignes de G-code pour faire ces pièces en imprimante 3D, mais en tout cas pas moi, et jamais je le ferai. Donc on va passer sur une présentation du menu d'Inventor et aussi comment l'acquérir. Donc pour tous ceux qui n'ont pas téléchargé Inventor ou qui ne savent pas trop ce que c'est la suite Autodesk, donc en fait la suite Autodesk c'est un regroupement de logiciels de modélisation, de simulation, d'animation aussi. Donc vous allez avoir des logiciels tels qu'Inventor pour de la CAO, Eagle pour de la création et routage de cartes. Vous allez avoir des plugins comme HSM ou CAM pour faire de la génération de G-code pour machine. Vous avez Maya pour de l'animation. Voilà, donc il y a plein de logiciels et donc en fait, il faut savoir surtout que c'est gratuit pour les étudiants. Donc profitez-en. Le fait que vous soyez étudiant, ça vous permet d'avoir toute la suite Autodesk, donc avoir tous ces logiciels. Vous avez même des logiciels aussi de simulation à éléments finis, par exemple pour les MANMECA, donc ça peut être intéressant.
Vous avez des logiciels professionnels qui coûtent des milliers d'euros gratuitement, donc bon, faut s'en servir. Donc ici j'ai mis un lien, ça vous amènera directement sur le portail d'éducation. Donc ce que vous avez à faire, c'est créer un compte, euh, vous login comme si vous étiez en fait, comme si vous le loguez sur vos sessions de l'ENSERB, afin de faire les vérifications en fait si vous êtes bien étudiant là-bas, et puis après vous aurez accès en fait à toute la suite Autodesk en tant qu'étudiant. Donc attention aux versions que vous prenez. Alors non, c'est pas que c'est pas rétrocompatible, c'est juste qu'en fait il n'y a pas de versionning sur Inventor. Enfin, ou sinon c'est très très compliqué de le faire. Donc si vous voulez partager des fichiers avec des gens qui ont des versions antérieures, c'est pas possible. Donc la seule chose qui peut être faite, c'est que par rapport à des versions supérieures, par exemple avec ma Inventor 2021, je peux ouvrir mes fichiers par qui était Inventor 2018, mais pas l'inverse. Donc faites attention si vous prenez ça, si vous travaillez en équipe sur de la modélisation, faites attention aux versions que vous prenez. Alors, le menu Inventor. Donc là, c'est menu Inventor 2021. Quand vous allez l'ouvrir, bon, vous avez les banderoles dessus hein, qui sont assez expressifs. Et puis vous allez avoir aussi l'endroit où vous pourrez directement cliquer pour créer une nouvelle pièce, donc en rouge. Vous avez aussi les gestions de projet. Bon, je vais pas parler de projet durant cette formation, c'est quelque chose d'assez compliqué et vous n'en aurez certainement pas besoin durant, bah, je pense, durant vos projets parce que c'est l'utilisation de librairies surtout et il n'y a pas vraiment d'intérêt en vrai par rapport à ce qu'on fait. Après aussi, vous avez l'accès directement des fichiers récents, ce qui est assez pratique, on va dire. Et voilà. Partie 3, opération basique, modélisation. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais fait de CAO avant, bon, là c'est principalement pour ça que je fais cette formation, quand vous voulez commencer à designer une pièce, designer quelque chose, ce qu'il va falloir commencer, c'est par créer une esquisse qui représente cette pièce. Donc, on va d'abord commencer par un sketch 2D. Donc, je vais vous présenter plutôt sur Inventor, ça sera plus rapide. Donc, alors, je vais dire que je vais prendre une pièce que j'avais déjà fait. Et donc là, je vais vous montrer un peu comment ça marche l'esquisse. Euh, donc là, on va dire que sur cette pièce, la première chose que j'ai faite, c'est de faire la première esquisse, qui est celle-ci. Donc que j'ai pu dessiner hein, avec plusieurs outils qui sont à notre disposition sur Inventor. Donc qui sont les outils en fait de création, de dessin. Donc vous avez les outils de ligne, de cercle. Vous pouvez aussi les dérouler, hein, ça vous permet d'utiliser des splines, etc. Toujours être curieux par rapport à ces logiciels parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on nous apprend pas. Enfin, que je vous présenterai pas, mais qu'il faudra découvrir par vous-même, hein. Donc voilà, essayez de regarder. Donc là, par exemple, c'était un carré seulement avec des traits. Voilà, vous prenez, vous dessinez vos traits. Pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez même écrire par exemple, si vous voulez, je veux ça de 30 cm, hop, ça sera mis. Donc là après, si je veux le relier autre part, vous avez aussi des possibilités de faire avec les points. Hop. Donc là, quand vous avez des marques jaunes, ça veut dire qu'en fait vos joints sont, enfin que vos esquisses sont bien fermées. Donc en fait que vous avez bien, les traits sont bien fermés. Et quand vous avez des traits qui sont noirs, ici, ça veut dire qu'en fait vous avez bien contraint vos traits. Donc là, bon, j'ai pas contraint tous mes traits. Certains qui ont peut-être fait PTSI ou qui ont déjà fait de la CAO avant, auraient eu des profs qui les auraient traumatisés avec le fait de contraindre toutes les esquisses, sinon ça va pas. Bon, moi j'ai jamais eu cette formation, donc voilà. Mais voilà, donc pour présenter les contraintes, oui, Excuse-moi, pardon? ça veut dire quoi contraindre une pièce? Alors, ben là j'allais y arriver. Ah, pardon. Donc contraindre. Donc là ce que vous pouvez voir, là les numéros ici, ça s'appelle des cotations.
Donc quand vous voulez contraindre une pièce, en fait, c'est-à-dire que vous allez dire au trait, à la ligne, à cette pièce, que je veux que tu respectes cette dimension. Donc là ici, en fait, on me dit que j'over-contrains, je surcontrains ma pièce, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, par exemple, si je veux changer la dimension de la pièce, ça c'est une surcontrainte. Par exemple, si je veux changer l'angle de la pièce, j'ai seulement qu'à mettre, hop, je vais mettre par exemple 140, et voilà, j'aurai ma pièce qui sera contrainte de 140, et là, si j'essaye de la bouger, là, comme j'ai pas assez contraint, par exemple, le dessus du bas, là, je pourrais bouger le bas, mais si je lui dis, par exemple, là, ici, entre ce point-là et ce point-là, je veux une telle dimension que je choisis, que j'ai spécifié, donc je sais pas, par exemple 15. Voilà, là, il me sera impossible de bouger ça. Donc voilà, la contrainte, ça permet déjà de spécifier en fait à la pièce euh, combien je veux lui donner de dimensions, combien je voudrais lui donner par exemple de rayons pour un cercle, etc. Je crois que c'était 135. Hop. Donc avec ça, avec les contraintes et les dessins, vous arrivez à faire un sketch qui va représenter votre pièce. Mais il faut se dire qu'en fait, la modélisation, c'est par plusieurs étapes. Donc vous allez commencer par faire un sketch. Ensuite, quand vous avez fait votre sketch, vous allez l'amener du 2D au 3D. Comment on fait? Pour l'année du 2D au 3D, vous allez sélectionner votre sketch et vous allez lui dire, hop, là vous passez normalement sur 3D et vous allez lui dire que je veux l'extraire. Bon, alors moi comme je l'ai déjà fait, ça va pas pouvoir se faire. Mais bon, en gros, quand vous allez extraire, on va vous demander de sélectionner en fait le l'esquisse que vous avez dessinée, qui est celle-ci, et ensuite vous allez pouvoir extraire d'une certaine dimension qui est spécifiée ici, et dans un certain sens. Là. Et donc là, ça permet d'amener l'objet en 3D. Et donc là, petit à petit, vous allez pouvoir continuer à faire des esquisses sur les opérations que vous avez fait précédemment. Donc là, par exemple, j'ai extrait mon cube, mais si j'ai envie de, par exemple, de faire une autre, une extrusion, par exemple, là je vais me mettre ici, hop, create sketch. J'ai envie de faire un picot qui sort. Là j'ai fait ça. Je peux recontraindre par-dessus. Donc là par exemple je vais mettre 8 cm. Je vais finir mon sketch. Et là, avec ce nouveau sketch que j'ai, je vais pouvoir sélectionner le sketch que j'ai fait. Hop. Et là voilà. Donc là je lui dis par exemple extrait de 10 cm. Donc là voilà, ça c'est les opérations basiques que vous pouvez faire. Et avec ça, vous pouvez créer vraiment une quantité de choses jusqu'à ce que votre imagination, on va dire, vous permet. Est-ce que c'est bien compris ou il y a des étapes que vous n'avez pas très bien compris par rapport à ça? Bon, je vais prendre ça pour oui. Oui, c'était très clair, mais je savais déjà le faire. Alors, revenons sur le diapo. Super, ça bug. Alors, donc ce que je vous ai pas dit, oui, vérifiez bien que votre esquisse soit bien fermée. Souvent, c'est l'un des plus gros problèmes que vous allez avoir, c'est-à-dire que votre esquisse n'est pas fermée. Donc en fait, le logiciel de CAO ne va pas pouvoir en fait extruder, comme on dit, donc amener votre esquisse en 3D. Et donc c'est souvent l'une des erreurs classiques que vous allez avoir. Donc là, si on passe à la prochaine.
Donc passage de la 2D à la 3D que j'avais montré. Donc vous avez plusieurs outils pour passer en fait du 2D à la 3D qui sont tous en fait dans la zone Create, hein. Donc là, Extrude, Resolve, tout ça en fait nécessite des opérations d'esquisse avant de pouvoir passer en fait à la 3D. Donc maintenant, on va faire une opération que j'ai appelée moi-même modification 3D. C'est-à-dire que c'est une opération, par exemple celui de faire un trou, qui est une opération où vous ne nécessitez pas de faire une esquisse en 2D. Vous pouvez faire directement sur une pièce existante. Donc là, si on prend sur Inventor, hop, disons que j'ai envie de faire un trou, il y a de la pièce, hop, je peux sélectionner le trou, et là je peux choisir le diamètre, mettre à 7, je peux choisir un trou coulissant avec des contraintes, je peux considérer que mes standards de contraintes, bon, ça peut être une certaine chose. Pour ceux qui sont en PTSI, je pense que vous connaissez, bon, les normes H, je sais plus combien, j'ai jamais appris ça, donc bon. Vous pouvez aussi faire des trous filetés. Oula, qu'est-ce que c'est ça comme 50 mm, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui vous permettent donc de faire directement des modifications en 3D sur votre pièce. Donc on peut parler de ça, on peut parler par exemple aussi de faire des filets pour arrondir les contours de la pièce. Hop. Voilà. Donc là, ce sont des opérations en fait où vous n'avez pas besoin en fait de faire d'esquisse 2D et ça va directement impacter sur votre pièce que vous avez extrudée avant. Et il faut faire attention, c'est que dans Inventor, quand vous allez faire des filetages internes ou externes, Inventor va vous montrer un filtrage en texture, il n'est pas en 3D. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple faire une vis et que vous utilisez l'outil Thread de Inventor, il va vous faire une texture de filetage, mais si vous la passez à l'impression 3D, ça va être juste un rond, il va pas avoir le filetage par-dessus. On verra après qu'il y a des outils qui permettent de faire d'utiliser ces filetages pour ensuite les modéliser en 3D. Donc voilà, donc quand j'ai expliqué, Inventor, ça se base sur des principes de fonctions entre la 2D et la 3D. Donc si vous avez des fonctions qui vont utiliser une esquisse pour former la pièce et ensuite l'amener en 3D, vous allez avoir des fonctions qui vont appliquer des changements directement sur la pièce existante. Et donc, ce qui montre que, en fait, une opération, on peut la faire de différentes façons avec Inventor. Vous pouvez autant faire un trou dans une pièce en prévoyant ça sur l'esquisse, et puis après extraire seulement la zone que vous souhaitez pour laisser le trou au milieu, ou soit sinon, vous pouvez d'abord extraire tout le bloc, et ensuite faire un trou à partir de l'outil trou que je vous ai montré. Et donc là, ça vous montre plusieurs manières existantes. Donc il faut toujours se demander, par rapport aux opérations que je peux faire, comment je peux les faire, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui est déjà présent dans le logiciel pour que je le fasse plus rapidement? Ça, c'est surtout les moyens de duplication, de patterns, etc., qui vont vraiment vous sauver la vie. Par exemple, si vous avez besoin de faire 10 trous espacés par exemple de 10 cm sur une ligne, et bien, au lieu de faire ces 10 trous, de faire les cotations pour faire les espacements, etc., vous pouvez directement utiliser des outils qui sont déjà dans Inventor et qui sont prévus pour ça. Donc maintenant, on va parler des pièces et des ensembles. Donc là, on a vu comment vite fait faire une pièce. On va voir maintenant la dénomination de ce que c'est un ensemble, ce que c'est un assemblage. Donc pour créer un assemblage, il faut revenir donc sur le menu principal d'Inventor et sélectionner
ce bouton qui est en fait le deuxième partant de la gauche quand vous voulez créer une nouvelle pièce. Donc là, je vais vous le montrer. Intéressant. Ah putain, ça s'est mis sur les analyses, truc. Non, laissez-moi revenir au menu. Donc voilà, donc quand vous arrivez dans le menu, vous savez, là, ici, là pour New, ce qui est pour faire une nouvelle pièce, c'est celui-ci. Pour faire un nouveau assemblage, c'est celui-ci. Et donc là, par exemple, faisons un nouveau assemblage. Quand vous faites un nouvel assemblage, donc vous pouvez importer des pièces qui vous sont propres, que vous avez créées. Donc là, par exemple, je vais choisir, tiens, voilà, je veux importer un codeur rotatif. Bon. Hop. Donc ça, voilà, c'est mon codeur. Je peux le mettre plusieurs fois, même si je veux. Et donc ensuite, je voudrais bien mettre une vis dessus. Donc soit vous pouvez essayer de recréer la vis par vous-même, ce qui va être un peu long et chiant, soit sinon ce que vous pouvez utiliser, c'est utiliser un Content Center. Autodesk est une application qui est une application professionnelle. Il y a déjà du centre de contenu développé par Autodesk qui vous regroupe beaucoup de choses. Que ça soit à la simple vie jusqu'à des features, à des moules, vous voyez, à des pièces en métal, etc. Donc utilisez ça, quoi. Ne refaites pas la roue. Donc par exemple, si je veux prendre une vis, hop, tiens, je vais sélectionner celle-là. Et là, hop, je sélectionne. Bon, je pense que c'est du M3. On va mettre une longueur nominale de ça. Et donc voilà. Donc là, j'ai ma vis, hop, qui est déjà créée, qui est toute bien faite. Normalement, même les bonnes propriétés de masse, de matière, etc. Normalement, il y a tout qui est assigné dessus. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc ne réinventez pas les choses, prenez déjà ce qui est fait. Et donc ensuite, quand on a cet assemblage là, on le déplace, on voit que la vis, elle est toujours pas rentrée dans le trou, on l'a pas contrainte à l'intérieur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que avec les pièces, quand on fait un assemblage, on peut ainsi créer des contraintes. Donc là, je vais sélectionner l'axe et je veux que cet axe, il puisse rentrer, il soit en contrainte avec l'axe du pas de vis. Il va falloir que je, hop, qui est là. Donc là, je vais apply. Et donc là, si je déplace un petit peu, bon, voilà, donc là on voit que c'est bien contraint. Et donc là, si je reviens, oh putain, avec le pavé numérique, c'est horrible. N'hésitez pas à bien faudrait que je la tourne. Non, bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire un free rotate, ça vous servira. Hop, donc ça c'est pour bouger les pièces, pour les positionnements. Parce que Inventor est un peu bête, hein. C'est-à-dire que si vous positionnez pas la pièce déjà comme elle est, donc c'est dans la plupart des logiciels souvent de modélisation, si vous positionnez pas déjà les pièces comme vous voudrez qu'elles soient, ça va vous poser des problèmes ensuite quand vous allez vouloir affecter des contraintes. Bon, apparemment là il veut vraiment pas se mettre. Normalement la possibilité de changer le sens c'est celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là c'est vraiment la base. Et donc ensuite, par rapport à des assemblages, on peut ensuite arriver à des choses qui sont assez grosses comme ensemble, hein.
on va dire, vous pouvez arriver à des choses avec des blocs moteurs. Donc ça vous permet en fait de pouvoir créer plusieurs pièces facilement, simplement, et ensuite pouvoir les assembler pour vérifier leur conformité et être sûr que les trous soient à la bonne position, que je me suis pas trompé sur certaines dimensions. Et voilà, c'est une sorte de garde-fou en soi. Ça vous permet d'être sûr sur ce que vous avez designé et, euh, et sur aussi le développement des systèmes. Après, là, vous avez vraiment tout est déjà fait. Vous pourrez ensuite après prévoir après ensuite l'évolution du système, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, l'import des pièces. Donc là, comme je l'avais montré. Voilà, la mise en relation. Donc là, j'ai pas montré aussi, mais il est possible aussi de mettre en place des liaisons. Donc toutes les liaisons qu'on peut voir mécaniques, hein, pivot, pivot glissant, glissière, etc. Donc là, c'est avec ce bouton-là. Et donc là, le fait d'avoir de l'assemblage, ça montre quelque chose d'important qui est en modélisation, c'est de pouvoir compartimenter son projet. Donc de pouvoir compartimenter en fait le système que vous voulez modéliser. Il faut bien penser, avant de rentrer sur la modélisation, à comment je vais diviser mon projet pour avoir plusieurs pièces, puis après pouvoir faire un ensemble. Et c'est pour ça que c'est important quand vous faites de la modélisation pour en équipe, et par exemple pour la Coupe de France robotique, pour faire un robot, c'est important de passer du temps avec vos collègues pour être sûr de pourquoi et comment je vais faire ça. Et donc en fait de pouvoir déterminer qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme pièce, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme ensemble, et comment je vais pouvoir séparer en fait ce gros système en plusieurs parties pour par exemple si je veux qu'il y ait de la modularité, si je veux que par exemple mon robot il puisse être facilement démontable pour pouvoir faire de la maintenance, hein. Il faut penser sur le long terme. Et donc voilà, bon là j'ai mis modéliser, c'est d'abord penser à des plans, ensuite les modéliser. Bon moi je pense comme ça, après si vous voulez faire directement, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, moi je vous donne juste des conseils là. Donc partie 5. Import de modèles d'internet. Donc parfois, il arrive que, surtout à Airbot, on utilise des actionneurs, des capteurs, déjà, on ne sait pas de quel fabricant c'est un fabricant no-name, c'est un fabricant chinois, on n'a pas du tout de source, on n'a pas de modèle CAO qui est disponible. Donc soit sinon, ce qu'on peut faire, c'est se retaper à le modéliser par nous-mêmes, soit sinon, on est un peu plus malin, on va essayer d'aller voir si sur Internet, il n'y a pas déjà des modèles qui seraient disponibles, et souvent il y en a, gratuitement même. Bon, c'est vrai qu'il y a des bases de données de CAO qui sont payantes, mais il y en a beaucoup qui sont gratuites, donc allez voir sur les bons sites. Et donc voilà, c'est une solution de dernier recours, mais c'est une solution qui vous permettra de gagner du temps. La plupart des modèles que vous allez récupérer, c'est des modèles au format STL. Alors, les modèles STL, c'est intéressant par exemple pour imprimer en 3D, parce que c'est ce que j'utilise souvent les slicers. Par contre, pour des logiciels de modélisation, c'est pas du tout intéressant parce qu'en fait, ce ne sont des modèles qui ne sont pas éditables. C'est des modèles qui sont considérés, qui sont composés de mesh grid, comme on leur dit. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de propriétés utilisées par par les logiciels de modélisation. Toutefois, on verra ensuite qu'avec des plugins, on peut amener ces modèles STL à des modèles qui sont exploitables par Inventor. Et donc, pour pouvoir importer ce genre de modèle dans une pièce, vous créez une nouvelle pièce et ensuite vous allez sur le 3D Designer et vous aurez une petite icône pour dire Import et c'est là que vous pourrez importer des modèles STL. Alors, installation des plugins. Donc, Autodesk, comme la plupart des logiciels
de la gamme possède en fait un App Manager, qui est en fait un centre d'application d'Autodesk, qui regroupe plein de plugins que des gens ont fait au fil des années et qui permettent de faciliter certaines opérations. Donc là, par exemple, l'utilisation d'un port STL que je vous ai parlé, d'un port de modèle sur Internet, ou aussi, par exemple, la création de filetage en 3D. Et vous pouvez obtenir ces plugins à partir de l'App Manager, qui est disponible sur Tools Autodesk App Manager. Donc là, je vais vous montrer où c'est. Donc là, si on revient là, sur le menu principal, vous allez dans l'onglet Tools et vous aurez un onglet Autodesk App Manager. Et après, Launch the Autodesk App Store website. Et donc là, vous allez arriver sur un site internet d'Autodesk qui regroupe toutes les applications qui sont disponibles. Donc là, vous en avez plein. Par exemple, la plus populaire, on voit que c'est le Thread Modeler, donc celui qui permet de faire des filetages en 3D. Bon, pourquoi ça n'a pas été intégré dans Inventor de base, on ne saura jamais, mais ça vous permet d'acquérir des choses qui pourraient vous être intéressantes. Donc là, surtout par exemple par rapport à, à l'utilisation de fichiers STL, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple le plugin qui s'appelle Mesh Enabler, qui permet hein, de, de convertir en fait des meshes en, euh, en pièces que pourra comprendre Inventor et donc avec lesquelles vous pourrez faire des opérations par la suite. Donc voilà, donc ensuite vous mettez sur Download et vous mettez votre compte avec lequel vous avez téléchargé votre compte Autodesk avec lequel vous avez téléchargé Inventor et ensuite vous installez, ça va vous télécharger un exe que vous allez pouvoir installer directement sur Inventor. Donc ensuite, alors bon, on va dire que c'est une partie un peu chiante par rapport à ça, mais ensuite il va falloir intégrer le contenu. Quand vous avez installé en fait, il faut relancer Inventor. Il faut ensuite aller dans l'onglet Tools, celui que je vous ai montré, et il y a un petit bouton qui s'appelait Add-ins, celui qui permet en fait de gérer les plugins. Et il va falloir que vous fassiez attention. Donc là, vous retrouvez le plugin. Donc par exemple, celui de Mesh Enabler, c'est Autodesk Mesh Enabler, et vous allez devoir cocher le fait de charger automatiquement ce plugin à chaque fois que Inventor se lance. Sinon, en fait, le plugin ne sera jamais loadé au démarrage et vous ne l'aurez pas de disponible en fait dans le logiciel. Et après, il faudra relancer Inventor et vérifier son chargement, voilà, après que vous ayez validé ça. Donc je peux vous montrer un peu à quoi ressemble ce plugin, à quoi il peut servir. Donc par exemple, on va l'utiliser, on va prendre une nouvelle pièce. Donc là ici, j'ai envie d'importer un nouveau modèle. Donc là, je vais sortir de là. Donc là, j'ai un modèle STL d'un servomoteur très simple que vous verrez souvent à Airbot, que vous utiliserez pour les projets, qui est un MG 995. On a des tonnes. Et donc, bien sûr, on n'a pas de site de fabricant. Donc là, j'ai téléchargé sur l'un des fichiers de CAO. Donc là, vous avez ce modèle STL. Et là, on va remarquer qu'en fait, on peut faire aucune opération en fait dessus, hein. C'est un modèle STL. On peut pas vraiment pouvoir faire de l'extrusion. On peut pas l'utiliser, par exemple,
pour enlever de la matière. Par exemple, si on veut faire un support où on veut l'encastrer vraiment dedans, on peut pas en fait créer un bloc et enlever de la matière par rapport à la forme en fait de ce servomoteur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que avec l'utilisation de Mesh Enabler là que j'ai d'activer, vous allez pouvoir faire Convert to Base Feature. Et donc là, hop, je les sélectionne en carré pour avoir directement un objet possible. Donc là, bon, ça prend un peu de temps. Et donc là, waouh, ça permet de créer là un objet qui est complètement interactible et sur lequel je vais pouvoir en fait faire des actions. Maintenant, voilà, je peux créer des sketchs. Je peux, je peux par exemple, si vous voulez, là, je peux maintenant vraiment interagir avec et l'utiliser pour construire, par exemple, des supports de MG 995. Voilà. Donc, revenons sur la formation. Donc maintenant, on va parler sur les dernières choses, et comment exporter notre modèle. Comment faire que le système donc, qu'on a pu modéliser, on puisse le partager avec ses amis, avec ses collègues, à la Terre entière. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur votre pièce ou sur votre ensemble que vous avez créé. Vous allez dans Fichier, Exporter, Format CAD. Et là ensuite, quand vous allez avoir un choix de plein de formats de CAD que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez des formats propriétaires, non propriétaires. Là, je vais vous montrer les formats les plus concurrents qui ne sont non propriétaires. Donc vous avez les points OBJ qui sont des formats qui sont utilisés en fait si vous voulez par exemple envoyer ça dans des environnements 3D, comme par exemple Blender ou Maya pour faire de l'animation ou de la simulation. Vous avez ensuite les formats STP qui sont les langages en fait universels des logiciels CAO. Donc si vous voulez plutôt l'envoyer à quelqu'un qui a un logiciel de CAO que vous, eh bien, il faudra plutôt préférer utiliser ce genre de format. Et si vous voulez, par exemple, pouvoir imprimer en 3D le modèle que vous avez créé, vous allez plutôt utiliser des points STL. Voilà. Et donc, si votre collègue possède une version équivalente ou supérieure d'Inventor, vous pouvez directement envoyer vos fichiers de création. Donc, les fichiers utilisés par Inventor, c'est des points IPT ou des points IAM. Donc, vous pouvez directement copier les fichiers que vous avez qui sont dans votre espace de travail et leur envoyer directement. Normalement, ça devrait directement faire la conversion. Vous pouvez directement les réutiliser. Et donc ça permet de surtout comme ça de sauvegarder les actions de modélisation. Donc vous allez vraiment avoir les étapes que la personne a utilisées pour faire sa pièce. Et donc ça permet parfois de voir les erreurs ou de recorriger les erreurs. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de versionning possible. Donc faites attention vraiment aux versions d'Inventor que vous possédez et que vos collègues possèdent. La configuration des seins. Donc là, c'est la dernière configuration. La dernière partie, enfin l'avant-dernière, si on compte pas la conclusion. Si on compte la conclusion. Pour créer un schéma technique, alors c'est comme pour créer une pièce ou un ensemble, hein, vous allez cliquer sur l'un des boutons, hein, sur le bouton qui est le troisième bouton partant de la gauche, celui qui est juste à côté de celui de l'ensemble, et vous allez ouvrir donc l'éditeur de schéma, donc qui ressemble à ça. Donc en fait, ça va vous ouvrir normalement au départ une feuille avec un bandeau qui va être vide et sur lequel ensuite que vous pourrez placer les pièces que vous voulez, une, plusieurs pièces, un ensemble, donc poser les différentes vues. Donc pour expliquer assez rapidement, les schématiques peuvent, quand vous allez être sur la configuration schéma,
vous allez avoir deux menus entre guillemets importants. C'est celui du placement de vue. Ça va vous permettre de positionner les pièces et avoir les différentes vues, faire des vues en coupe, des vues de côté, aussi bon, tout ce que vous pouvez avoir sur des vues sur de la schématique industrielle. Et aussi le menu annotation qui vous permet de mettre en place les cotations, les numérotations de pièces, faire une nomenclature par exemple de pièces, etc. Et pour éditer par exemple les propriétés de feuilles, pour éditer par exemple le bordereau qui va être mis avec, ce qu'il faut faire c'est sur l'onglet modèle qui est situé sur la gauche, si on revient sur la truc d'avant, qui est ici en fait, vous allez avoir la base du fichier qui est ici, base moteur. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez ensuite sélectionner les e-properties. Dans les e-properties, vous allez avoir tout ce que vous pouvez changer en fait sur la feuille et pour changer le bordereau. Donc par exemple changer le titre, l'association sur lequel vous allez faire, l'ensemble auquel elle appartient, la personne qui a fait ça, la matière, les normes que vous voulez mettre, par exemple les tolérances générales. Donc voilà. Et donc oui aussi, si vous voulez mettre une pièce, euh, si vous voulez faire le dessin d'une pièce, vous devez avoir un dessin d'ouvert dans votre inventor, plus aussi la pièce dans un autre onglet d'inventor, afin d'y avoir accès directement. Sinon, vous pouvez l'importer directement par rapport au fichier. Voilà, c'est pour que ça aille plus vite. Voilà, bon, conclusion. Bon, c'est vrai que c'était assez rapide. La conclusion, ça serait plutôt par rapport à ce que je pense pour vous, un qui serait intéressant de suivre par rapport à la modélisation, c'est vous plongez pas directement dans le logiciel. En vrai, discutez avec vos collègues pour comprendre ce qu'ils veulent sur la modélisation, etc. Euh, Parce que si vous faites une modélisation et que personne ne veut, enfin vous faites pas que pour vous, hein. Enfin ça dépend si vous êtes dans un projet, si vous êtes tout seul, bon ben, vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Mais si vous êtes dans un projet, voilà, essayez de voir ce que les gens veulent. Est-ce qu'ils veulent de la modularité, hein? Est-ce que vous voulez voilà un accès facile à la maintenance sur votre système? Est-ce que vous voulez plutôt que ça soit facile à produire ou voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, donc c'est intéressant au départ de discuter et d'essayer de voir, d'essayer de planifier comment on va faire ça. Donc voilà, posez vos plans sur papier d'abord et ensuite modélisez. Je vous jure, quand vous aurez déjà fait ces étapes, de bien discuter avec les membres de ce que vous voulez faire comme mécanique, et ensuite que vous avez posé les plans sur papier, la modélisation, ça prend que quelques jours en vérité. C'est vrai que c'est compliqué, surtout que c'est compliqué quand vous avez fait une modélisation de revenir en arrière. Parce que comment vous avez procédé à votre modélisation, comme je vous l'ai montré, une modélisation souvent c'est par étapes. Vous allez faire différentes extrusions, différentes opérations sur différents modèles 3D. À la suite, si vous changez, si vos changements sont à faire au tout début, ça va tout modifier, toute votre modélisation, vous devrez tout refaire. Donc c'est mieux d'être sûr de ce qu'on fait et pas de partir tête baissée directement dans la chose. Et aussi, durant la conception, pensez à comment vous allez produire votre pièce. Est-ce que c'est de la découpe laser? Si c'est de la découpe laser, ben, il faudra oublier que ce soit une pièce en 3D, hein. Euh, Par contre, si par exemple c'est une pièce en imprimante 3D, il va falloir que je fasse attention par exemple à l'épaisseur du filament, quoi. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire une pièce qui est encastrée dans un, enfin que je veux encastrer par exemple un servomoteur dans une chose que j'ai fait en imprimante 3D, ne prenez pas les mêmes dimensions que les choses que vous allez encastrer, sinon ça va pas rentrer. Ou par exemple que en imprimante 3D, si vous avez suivi la formation de Tristan, les imprimantes 3D ont des précisions différentes comment par rapport vous allez placer la pièce. Si vous placez par exemple un tube sur de long, ça va, c'est l'une des positions où l'imprimante 3D va vraiment avoir une complication à faire. Ça va être très compliqué de le faire. Donc essayez de penser aussi par quel moyen je vais essayer de produire. Et donc d'essayer de compartimenter, là on parle encore de compartimenter, donc de faire des pièces spécifiques en fait aussi avec l'outil.
avec lequel vous allez produire ensuite. Donc voilà. Donc voilà, bon, c'était tout pour cette formation. C'était assez rapide. J'ai assez survolé, donc vraiment, si vous avez des questions là, si vous n'avez pas compris, ben, allez-y.